On va accueillir en tout cas notre invité ce soir, Shlomo Weiser, bonsoir et merci à vous. Vous êtes spécialiste du monde orthodoxe justement et expert en stratégie de communication. On vient de le voir il y a quelques instants, les Haridim à l'armée, alors c'est pas nouveau. Ce qui surprend peut-être un peu plus, c'est l'ampleur du phénomène. Vous d'ailleurs, en tant qu'expert, est-ce que ça vous surprend de voir autant d'orthodoxes aujourd'hui qui rentrent dans les rangs de l'armée et qui veulent surtout rentrer dans Tsahal ? Oui, effectivement, depuis le 7 octobre, il y a effectivement les Haridim affluent. Cela va de 18 ans à 40 ans, des ultra-orthodoxes de ces âges-là qui vont faire leur service militaire. J'ai des membres de ma propre famille. Certains font uniquement la formation de base et d'autres font des services, comme mon beau-frère qui est déjà depuis 3 mois à l'armée, bien sûr dans des postes qui ne sont pas des postes de combat, qui deviennent donc réservistes, mais effectivement il y a un afflux de jeunes ultra-orthodoxes pour faire leur service militaire. C'est quelque chose qu'on n'avait pas vu auparavant. Et est-ce que ça inclut un changement de perception de l'armée par les orthodoxes et inversement aussi peut-être un changement de perception des orthodoxes par l'armée israélienne ? Les ultra-orthodoxes, depuis le 7 octobre, ont une attitude plus positive à l'égard de l'armée, si on exclut les éléments les plus radicaux, mais l'essentiel de la société ultra-orthodoxe voit l'armée comme ayant sauvé en fait le sud du pays, et bien un peu de retard bien sûr. Et donc cela fait 4 mois qu'il y a que l'on voit les soldats combattre dans la bande de Gaza. Il y a aussi des ultra-orthodoxes en Judée et Samarie et qui travaillent très dur pour défendre cette armée, défendre très le pays. Et donc depuis le 7 octobre, on a eu un sentiment patriotique et les ultra-orthodoxes qui avaient l'âge pertinent pour enrôlés pour un service partiel, oui. Alors certains ont eu l'autorisation des rabbins, pas tous les rabbins, mais certains rabbins, et effectivement il y a eu beaucoup de gens qui se sont enrôlés, beaucoup d'ultra-orthodoxes, bien plus que ce qu'on aurait pu voir dans une armée normale. Un problème, ou en tout cas, je ne sais pas si c'est un problème, mais il y a des chiffres qui sont publiés chaque année par l'armée sur le nombre d'ultra-orthodoxes qui s'enrôlent. Alors ces ultra-orthodoxes qui sont enrôlés pour un service partiel, qui deviennent directement réservistes, eh bien ne sont pas comptabilisés. Ceux qui sont comptabilisés, c'est uniquement ceux qui font l'armée régulière. En tout cas, moins de division en interne dans la communauté orthodoxe concernant l'armée, mais vous pensez au final que ça contribue tout ça à peut-être la réconciliation entre finalement les différentes communautés en Israël, laïques, religieux, sunnites religieux, orthodoxes, parce qu'on sait que l'armée, ça reste quand même l'un des principaux socles de la cohésion israélienne. Alors effectivement, l'armée est censée unir le peuple, mais depuis la création du pays, l'armée a divisé effectivement les ultra-orthodoxes des autres. Mais effectivement, quand on a des gens qui ne sont pas pratiquants et qui font leur service militaire, ou dont les enfants font leur service militaire, et tout d'un coup ils voient des ultra-orthodoxes qui sont aussi bien dans le nord, dans le sud, et qui servent leur pays, bien sûr ça change leur point de vue à l'égard des ultra-orthodoxes. Si ces gens-là détestaient les ultra-orthodoxes ou en tout cas ne les approuvaient pas, eh bien cela change leur attitude de voir des ultra-orthodoxes à l'armée. Donc il n'y a pas seulement l'aspect militaire, mais il y a aussi toutes ces organisations qui ont été créées depuis le 7 octobre qui aident les soldats, qui aident les familles qui ont été évacuées. Alors Shlomo Weiser, on vous a invité aussi pour évoquer un autre aspect important, c'est que depuis toujours ces événements du 7 octobre, eh bien, il y a de plus en plus d'orthodoxes, de Haredim qui travaillent dans le secteur de la construction. Pourquoi ? Pour pallier tout simplement au manque de main-d'œuvre, du fait que les Palestiniens, pour beaucoup, ne peuvent pas entrer en territoire israélien pour des raisons sécuritaires. Comment est-ce que vous expliquez le phénomène ? D'abord, d'où c'est parti, cette idée ? Effectivement, depuis le 7 octobre, les Palestiniens de Judée et Samarie ne peuvent plus entrer en Israël et il y a effectivement une pénurie de main-d'œuvre en construction. On a eu même une espèce de blocus pendant les premières semaines. Puis ensuite, on s'est posé la question, on doit effectivement continuer à construire. Est-ce qu'on va faire venir des travailleurs d'Afrique ou d'Asie et cela prend énormément de temps. D'ailleurs, ils ne sont pas encore
encore là, malgré les accords qui ont pu être signés. Et donc, les ultra-orthodoxes sont venus et ils ont dit pourquoi ne travaillerons-nous pas dans ce domaine? Il y a aussi des entrepreneurs ultra-orthodoxes et des associations qui ont ouvert une école pour les métiers de la construction. Et il y a déjà plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de travailleurs qui travaillent dans ce secteur. Pour l'instant, ils sont en formation, mais bientôt, ils pourraient remplacer les Palestiniens. Et on peut dire qu'il y a une forme d'émulation, c'est un secteur qui devient de plus en plus attractif, peut-être notamment pour les jeunes Haredim aujourd'hui. Oui, bien sûr, cela attire surtout les jeunes. Je ne pense pas que des gens qui ont 50 ans puissent effectivement travailler, c'est un travail très physique, mais pour les trentenaires, c'est quelque chose qui est possible et je vois récemment effectivement de plus en plus d'ultra-orthodoxes, il y a eu plus de reportages à ce sujet, j'ai vu des groupes importants à Jérusalem grâce à l'association Kibboun ou la fondation Kemark ou le ministère du Travail qui aide effectivement, qui contribue à cet effort qui n'est pas un effort de guerre mais un effort économique. En fin de compte, il y a des défis importants auxquels il faut répondre. Il y a des chantiers qui sont en cours, des chantiers où il y a des appartements qui doivent être livrés et qui se sont retrouvés bloqués. Donc c'est possible de concilier études de la Torah et travail. Les horaires conviennent aux entrepreneurs et aussi aux étudiants peut-être en Torah de faire les deux en même temps. Je suppose que ceux qui sont dans la construction étudient un peu moins, mais effectivement, vous savez, on peut toujours étudier régulièrement la Torah, chacun avec ses moyens et son temps. Je suppose que la majorité de ces jeunes ultra-orthodoxes, ceux qui se sont enrôlés dans l'armée et ceux qui sont dans le secteur de la construction, étudient parallèlement à leur travail ou à leur service militaire. Et il ne me reste qu'à leur souhaiter beaucoup de réussite et j'espère en voir encore plus. Donc satisfaction gagnant-gagnant. Chaque camp y gagne, surtout en ce moment où il y a vraiment beaucoup de chantiers qui sont en stand-by justement à cause de cette situation. Oui, effectivement, il y a beaucoup de chantiers qui ont été bloqués par manque de main-d'œuvre. Et parallèlement, on a des jeunes ultra-orthodoxes qui voulaient entrer sur le marché du travail. Et on a vu dans les derniers rapports qu'il y a une augmentation de quelques points, bien sûr, du pourcentage d'ultra-orthodoxes qui sont sur le marché du travail. Je crois qu'on a gagné 2 points par rapport à l'année passée. Je parle bien sûr des hommes ultra-orthodoxes qui sont sur le marché du travail et cela a un impact supplémentaire. Alors, encore un domaine où il y a un impact. La question qu'on se pose évidemment, c'est la suite. Est-ce que vous pensez que la tendance peut survivre à la guerre? C'est-à-dire, est-ce que ça peut continuer, ça peut s'inscrire sur la durée, sur le long terme, ce secteur du bâtiment qui serait investi de plus en plus par les Haredim, avec ou sans guerre, par les orthodoxes? Alors, dans le domaine de la construction, il y avait toujours des ultra-orthodoxes qui étaient présents dans ce secteur, mais surtout, ils étaient entrepreneurs, ils n'étaient pas travailleurs, ils n'étaient pas ouvriers. Ce n'est pas eux qui étaient les maçons, par exemple. Il y avait très peu de gens qui le faisaient, en tout cas, pour des petits projets et pas pour des grands projets. Mais aujourd'hui, on voit un changement. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui vont se diriger vers le travail manuel et qui vont quitter ces professions libérales comme le droit, où il y a beaucoup d'ultra-orthodoxes, et vont passer peut-être dans le domaine de la construction. Donc pour conclure, ça, plus l'armée, ça fait quand même une petite révolution pour l'ensemble, petit à petit, pour l'ensemble du monde orthodoxe en Israël. Oui, bien sûr. Alors, le service militaire, c'est effectivement une révolution. On voit beaucoup plus d'orthodoxes en uniforme et avec des armes dans les rues des villes ultra-orthodoxes. Parfois, on les regardait d'un drôle de regard. Aujourd'hui, c'est accepté et c'est tout à fait ordinaire. Même de voir dans les synagogues quelqu'un qui arrive armé, on ne considère pas que c'est étrange. On le voit même parfois d'un œil positif. Il y a aussi des ultra-orthodoxes qui se portent volontaires au sein de
la police. Il y a plus d'une vingtaine de jeunes à Bnei Brak, par exemple, qui sont portés volontaires dans la police, qui circulent, qui patrouillent la ville pour éviter, pour lutter contre le terrorisme. Donc, en fin de compte, si tout cela s'accumule et cela change l'attitude des ultra-orthodoxes à l'égard de la société israélienne et inversement. Et bien voilà, la société israélienne, l'aube d'un changement important et en profondeur. Merci beaucoup à vous, Shlomo Weiser, d'être venu sur notre plateau ce soir.